Donc merci d'être venus si nombreux. C'est vrai que le sujet est certainement passionnant. Ce n'est pas une date habituelle, d'habitude c'est tous les derniers mardis de chaque mois. Pour des raisons pratiques, là, nous avons dérogé à cette habitude. Que ça soit, c'est là donc la première séance de cette année, que ça soit l'occasion pour moi aussi de vous présenter mes meilleurs voeux, bien sûr, à tous. Ces conférences sont organisées dans le cadre du partenariat entre l'Académie de l'air et de l'espace et la médiathèque de Toulouse. Voilà, je vois qu'elles ont toujours autant de succès. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui concerne les vols habités. C'est vrai que ces dernières années, on n'en a pas trop parlé, mais il y a eu quand même le vol de Thomas Pesquet qui a redonné un regain d'intérêt au vol habité. Et puis là, plus récemment, nous avons eu le congrès des astronautes, le congrès mondial des astronautes, avec plus de 100 astronautes qui sont venus à Toulouse à l'automne dernier. Beaucoup d'ailleurs ont pu aller dans les écoles. Je vois que nous avons de très jeunes auditeurs ce soir. Ce sont peut-être des candidats, des futurs candidats à visiter la planète Mars, peut-être. Donc, ce regain d'intérêt, finalement, nous a encouragés à remettre une conférence sur les vols habités. Alors, nous avons un orateur de choix ce soir. Ce qu'il connaît certainement, c'est lui qui connaît certainement le mieux les vols habités en France, puisque pendant 15 ans, il s'est occupé de cette activité au CNES. Donc Lionel Suchet a fait toute sa carrière au CNES. Il est directeur général délégué du CNES, donc il est venu, malgré ses très grandes occupations, il est venu spécialement ce soir nous parler des vols habités, à la fois de son expérience passée, pendant ces 15 ans, puisqu'il a eu... Donc c'est lui qui s'est occupé de l'organisation des vols de tous nos cosmonautes. Au début, c'était essentiellement des cosmonautes, parce que nous avons volé avec les Russes. Donc il y a eu les vols d'abord de Michel Tonini, et puis après la famille Yagnuret, Jean-Pierre, Jean-Loup Chrétien, au tout début, oui c'est vrai. Jean-Loup Chrétien, même 2 fois. Et puis la famille Yagnuret, Jean-Pierre Yagnuret et Claudie Yagnuret. Également Jean-Paul Ehartz. Donc tout ça, c'était des missions avec les Russes. À l'époque, c'était au début les Soviétiques, puis après les Russes. Et donc essentiellement, vers la destination était la station Mir. Et puis progressivement, donc, nous avons européanisé nos activités au CNES. Et donc un certain nombre de nos astronautes, progressivement, ont pris... se sont intégrés au corps des astronautes européens. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que Thomas Pesquet a volé tout récemment. Les derniers vols dont s'est occupé Lionel Suchet ont été intéressants, puisqu'ils ont été vers la destination était la station internationale. Donc Claudie Yagnuret a fait un vol vers la station ça devait être 2001, c'est ça, oui, début 2001. Et puis le dernier vol CNES était celui de Philippe Perrin, que certains d'entre vous ont pu écouter ici, puisqu'il était venu faire une conférence. Philippe Perrin est un pilote d'essai actuellement chez Airbus. Voilà, donc c'est un Toulousain, et donc de temps en temps, nous vous voyons en région toulousaine. Voilà. Mais Lionel Suchet, après, donc, s'est occupé de ça pendant 15 ans, a élargi son domaine. Il s'est occupé des sciences de l'univers, rien que ça. Puis de tous les projets de satellites du CNES à Toulouse. Et puis, il a pris différentes fonctions. Et donc, tout récemment, il a été nommé directeur général délégué du CNES. Et donc, il est moitié à Paris, moitié à Toulouse. Voilà. Il est ingénieur général de l'armement, 2e section, donc vous voyez, l'armement mène à tout. Et également, il a reçu différentes médailles, dont en particulier la médaille russe de l'ordre de Gagarine. Je vois qu'il ne la porte pas. Bon. Donc,
au point de vue organisation, ça va se passer comme d'habitude. On va avoir à peu près 1 heure et quart peut-être de conférence. Et puis, vous aurez après l'opportunité de poser des questions directement à M. Suchy. Voilà, donc je lui laisse la parole. Merci Alain. Merci beaucoup. Alors, je vais poser ça. Vous m'entendez? Très bien, ça marche. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Et puis, bonne année aussi, puisque c'est la période. Alors, je vais effectivement vous parler de l'histoire et du futur des vols habités. Pas simple en 1 heure, parce que c'est une histoire quand même extrêmement riche, même si elle est courte. C'est une histoire qui a 50 ans, un peu plus maintenant, et donc il s'est passé plein de choses, et on va voir comment les choses ont évolué, évidemment sur les destinations, sur les missions, mais aussi sur la façon d'appréhender ce domaine qu'est le vol habité, d'un début très étatique, très stratégique, vers aujourd'hui de plus en plus de privatisation et de nouveaux entrants dans le domaine. Alors, j'ai fait une présentation qui était très descriptive. C'est l'histoire des vols habités un peu vue de l'extérieur. Comme l'a dit Alain, que je remercie. Évidemment, nous, on a été au CNES à l'intérieur de cette histoire. Et pas qu'au CNES, au niveau de la France, les industriels français, Airbus, Thales, et puis évidemment les laboratoires de recherche ont été très impliqués dans les différentes missions qu'on a réalisées. Et donc, comme j'en parle pas trop dans la présentation, peut-être j'aurai l'occasion de le dire en pointillé, mais je voudrais d'abord dire que la France, en Europe, est un pays qui a énormément réalisé dans le monde de vols habités. Dès le début, très rapidement, on a coopéré avec l'Union soviétique et les États-Unis à parts égales. Et tout ça a continué jusqu'à aujourd'hui, où on est peut-être l'un des seuls pays au monde à travailler sur les vols habités avec les États-Unis en bilatéral, la Russie en bilatéral, évidemment le cadre européen avec le CADMOS à Toulouse qui est responsable de toute la physiologie humaine pour l'Europe sur la Station spatiale internationale, mais aussi la Chine qui coopère avec nous. On a une coopération active sur le suivi cardiovasculaire des taïkonautes chinois. Donc on travaille depuis le début, c'est une caractéristique française, et jusqu'à aujourd'hui avec tous les pays travaillant sur les vols habités. Et au-delà des missions étatiques qu'a réalisé le CNES, qu'a mentionné Alain et sur lesquelles on reviendra, on a aussi eu des participations scientifiques très fortes, des coopérations très fortes avec l'Union soviétique, avec les Américains sur des expériences de vol habité, et aussi des rôles industriels importants, notamment avec l'ATV, qui a été un formidable engin de ravitaillement de l'ISS. On a lancé 5 ATV qui ont été développés principalement en France, au Mureaux, et qui ont été opérés depuis Toulouse, ici, depuis le centre de contrôle de l'ATV, qui a donc un très beau programme qui a impliqué les industriels et Airbus notamment. Donc voilà, je n'y reviens pas trop après, on va partir sur un autre point de vue, mais je voulais quand même commencer par ça pour vous dire qu'il y a plein de choses qui se sont passées en France sur les vols habités et plein de choses à Toulouse. Alors, le plan, si vous voulez bien, on va parler du début et on va voir qu'au début, tout le monde se faisait la course, enfin tout le monde, il y avait 2 acteurs principaux, mais c'était la course. Alors la course, on va vite. Comme dit le proverbe, à un, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et au début, ils étaient tout seuls et ils allaient plus vite qu'aujourd'hui. Ensuite, on est passé au temps de la coopération ou des coopérations. On va voir qu'on est en train de changer d'époque. Il y a de nouveaux entrants qui commencent à jouer leur rôle dans l'exploration habitée. Et puis, quelle est la suite et comment on entrevoit aujourd'hui la suite de l'exploration habitée. Alors, je vais commencer par cette image, un Buzz Aldrin sur la Lune, une image mythique, qui est encore porteuse, cette image de futur. On montre ça à des enfants. Pour eux, c'est le futur. Cette image a 50 ans. L'année prochaine, cette image aura 50 ans. Quand on y pense, c'est quand même assez extraordinaire. Et on se demande qu'est-ce qu'on a fait depuis quand même en 50 ans pour ne pas être allé plus loin que ces hommes-là en 69. Qui ont posé pour les premiers les pas sur la Lune. Donc comment on est arrivé là, pourquoi après, qu'est-ce qu'on a fait après, et puis qu'est-ce qu'on va faire demain, c'est l'objet de mon propos. Alors le temps des courses. Alors vous avez là la fin de la course, parce que la fin de la course, des courses, ça a été la course à la Lune.
Et vous avez l'extraordinaire et géante fusée Saturne V à gauche, qui a amené les hommes sur la Lune. Et à sa droite, un lanceur qu'on montre beaucoup moins souvent, parce qu'il n'a jamais volé bien longtemps. Il y a plusieurs exemplaires qui ont volé, mais qui ont rapidement cessé de fonctionner. Et c'était le lanceur russe N1, qui était le concurrent direct de Saturne V, puisque c'était la course à la Lune entre les Américains et les Russes. Et vous voyez ce prodigieux lanceur N1 aussi, qui a été lancé plusieurs fois de Baïkonour et qui, malheureusement, jamais été bien loin pour des raisons principalement de propulsion et de contrôle du lanceur. Les courses, ça a commencé évidemment avec le premier homme dans l'espace. Et le premier homme dans l'espace, c'était donc la course entre l'Union soviétique et les États-Unis. Le côté politique des vols habités, ça a toujours été, et ça reste, on verra, un moteur important. Montrer sa puissance, montrer qu'on peut aller dans l'espace, qu'on peut envoyer des hommes dans l'espace et qu'on est le premier à envoyer des hommes dans l'espace. C'était le moteur, le ressort à l'époque des recherches, avec un homme qui a développé une grande partie de toute la cosmonautique russe, qui s'appelle Sergei Pavlovich Korolev, et que vous avez à gauche, c'est lui qui est au téléphone, qui discute avec Gagarine. Yuri Gagarin qui est sur son pas de tir en bas, et puis les premiers cosmonautes, la première sélection des cosmonautes avec Yuri Gagarin au centre et Tereshkova, entre autres, la première femme dans l'espace, qui est sur cette photo. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce programme Vostok s'est déroulé quand même juste après les premiers satellites. Ça s'est développé en fait en même temps que les premiers satellites. Premier satellite artificiel lancé par l'homme, 57, Sputnik, les soviétiques. Premier objet lancé dans l'espace. Premier homme lancé dans l'espace, 61. Donc c'est que 4 ans après. Donc c'est pour vous dire à quelle vitesse les choses se sont développées. Ce qui est extraordinaire aussi avec ce programme, c'est le lanceur que vous avez sur la droite et qui, à un étage près et à avec pas mal d'ess quand même, modifications près, c'est le lanceur Soyouz qui est aujourd'hui encore opéré depuis Baïkonour, Vostochny, Plesetsk et Kourou, et qui permet de lancer encore aujourd'hui les cosmonautes sur la Station spatiale internationale. Et cet engin a été conçu par Sergei Pavlovich Korolev, sous prétexte d'en faire un engin balistique au départ, donc militaire, un lanceur d'engin, et qu'il a détourné pour en faire le premier lanceur du premier satellite, parce que c'est aussi le lanceur qui a lancé Sputnik et le lanceur qui a lancé Gagarine en 61. Le vaisseau qui a lancé Gagarine, donc le vaisseau Vostok, vous l'avez au-dessus, il est assez différent des vaisseaux qu'on connaît aujourd'hui. C'est une sphère. Et surtout, le cosmonaute, donc Yuri et les suivants qui ont volé, puisqu'il y a eu 6 vols habités sur ce vaisseau, étaient éjectés. Donc ils n'arrivaient pas au sol dans leur vaisseau. Ils étaient éjectés à plusieurs kilomètres d'altitude. Donc il y avait un siège éjectable. Et puis ils descendaient sous parachute. Ce détail a été caché de l'histoire pendant longtemps, parce que les soviétiques avaient peur que ça invalide le fait qu'ils aient lancé le premier homme de façon successful, on va dire en anglais, parce que quand dans un avion on s'éjecte avant d'atterrir, c'est que le vol s'est pas très bien passé, et du coup ils avaient peur de dire que leur astronaute, leur cosmonaute s'était éjecté avant l'atterrissage. Donc ils ont caché ça pendant longtemps. Maintenant on sait que pour diverses raisons, l'atterrissage s'est passé comme ça, et Yuri Gagarin a été éjecté avant son atterrissage et est descendu en parachute, comme Valentina Tereshkova et les autres Titov et les autres cosmonautes qui ont volé à cette période. Donc, première course, le premier homme dans l'espace gagné par les soviétiques en 61. Qu'est-ce qui se passait côté américain? Exactement les mêmes choses. Vous avez vu les premiers cosmonautes russes sélectionnés. Là, vous avez les 8 astronautes américains sélectionnés. Les 7 premiers sélectionnés. Si vous n'avez pas vu L'étoffe des héros, revoyez ce film. Il est très fiable, très réaliste et passionnant. Et il raconte toute l'épopée de cette sélection et des premiers vols américains. Le problème des Américains, et on va voir que pour l'exploration, ça reste un problème récurrent, c'était le lanceur. Et alors que Sergei Pavlovich Korolev avait inventé et construit ce magnifique lanceur Soyouz, les Américains, au début, ils ont un peu patachonné avec les lanceurs. Vous voyez, des petits lanceurs, ils n'arrivaient pas à avoir l'énergie qui allait bien pour envoyer un homme en orbite. Parce que pour faire orbiter un cosmonaute ou un satellite, il faut quand même le lancer à 8 km/s, donc c'est beaucoup d'énergie.
Sinon, il monte et puis il retombe. Donc, il ne se met pas en orbite. Et donc, les lanceurs de l'époque, côté américain, n'étaient pas assez puissants. Et c'est pour ça que les Américains n'ont pas réussi à gagner cette première course. Ils ont finalement lancé, parce que les Russes venaient de lancer le 12 avril 61, ils ont lancé, vous voyez, le 5 mai 61, donc quand même juste après pour dire nous aussi on sait faire quelque chose. Mais c'était un vol suborbital, parce que justement ils n'avaient pas le lanceur qui allait bien. Et donc c'est Shepard qui a volé pour la première fois, mais il n'est pas allé en orbite, il est monté, il est redescendu sur un vol suborbital. Et c'est John Glenn qui a été le premier Américain à voler dans l'espace en orbite terrestre. Et lui, c'était en février 62, donc pratiquement un an après l'Union soviétique. Donc voilà pour cette première partie. Et vous voyez des développements quand même très parallèles et finalement assez similaires. Bon, les soviétiques atterrissent, les Américains amérissent, mais pour le reste, le système au niveau capsule, système d'éjection, etc., est assez équivalent. La deuxième étape, ça a été, quand on veut faire du vol, de l'exploration spatiale et avoir des vaisseaux dans l'espace, il faut savoir le réparer, il faut savoir sortir dans l'espace pour faire des manipulations dans l'espace. Vous savez qu'aujourd'hui encore, Thomas Pesquet a réalisé 2 sorties extravéhiculaires pendant son vol. Et donc, ça fait partie des missions spatiales de réaliser ces sorties extravéhiculaires, soit pour mettre en place des expériences scientifiques et les récupérer, soit pour maintenir, réparer la station. Et donc, on a besoin de maîtriser cette technique. Et ça a été le deuxième step qu'ont gagné les soviétiques, c'est-à-dire le premier homme à sortir dans l'espace et à faire une sortie extravéhiculaire. C'est Alexis Leonov, donc en 1965, donc une fois de plus, à peine 4 ans après Gagarine, qui a réalisé cette prouesse avec le vaisseau Voskhod, qui a volé 2 fois, un vaisseau qui ressemblait beaucoup au vaisseau de Gagarine pour cette partie-là, hein. C'était assez similaire à un Vostok, mais il y avait cette partie qui est le SAS, et qui était un SAS gonflable, en fait, qui se déployait dans l'espace, et qui permettait à un des 2 cosmonautes, parce que le vol de Léonid, ils étaient 2, Alexis, ils étaient 2 à bord de son vaisseau, un qui restait à bord et l'autre qui passait dans le SAS et qui sortait dans l'espace. Vous voyez la photo du SAS en haut à droite, là, qui est dans le musée de Korolev de RKK Energia à Moscou. Première fois où on a frisé un accident grave dans l'espace, puisque ce qui s'est passé, c'est que quand Alexis Leonov est sorti de son SAS, il était dans le vide, son scaphandre a pris du volume, s'est gonflé, puisque le scaphandre était pressurisé, il était souple, et quand il a voulu rentrer, il ne pouvait plus rentrer dans le SAS. Donc évidemment, petit moment de flottement, ils n'avaient pas des communications très fréquentes avec le sol, donc ils ont perdu la communication, Alexis Leonov était toujours à l'extérieur, et les gens au sol pensaient bien qu'il n'allait jamais pouvoir rentrer, auquel cas, qu'est-ce que fait? On coupe les cordons, on le laisse là-haut, et l'autre rentre. C'est pas comme ça que ça s'est passé, parce que finalement Alexis a trouvé la parade. Il a dégonflé son scaphandre, hein. Il y a des valves pour dégonfler, donc il a pris le risque de dégonfler son scaphandre pour arriver à passer. Il a sans doute un peu forcé et risqué de le déchirer, mais ça s'est pas passé. Il a réussi à rentrer et les 2 cosmonautes sont revenus sains et saufs. Donc première EVA, première sortie extravéhiculaire. EVA, c'est Extravehicular Activity en anglais, réalisée et successful côté soviétique aussi. Côté américain, même progression. Une fois après le programme Mercury, Gemini, c'était un programme pour maîtriser les sorties extravéhiculaires et puis déjà les rendez-vous. C'est le step d'après, c'est quand on veut s'amarrer à une station, il faut réussir des rendez-vous dans l'espace. Vous imaginez 2 objets, chacun à 8 km/s devant se rejoindre et puis s'amarrer l'un à l'autre. C'est des opérations extrêmement complexes. Et donc le programme Gemini, côté américain, a permis d'acquérir ces capacités de sortie extravéhiculaire et de manœuvre et de rendez-vous en orbite. La technique était assez différente, il n'y avait pas de SAS, là c'était toute la capsule qui était dépressurisée. Une porte s'ouvrait et puis les 2 cosmonautes en fait étaient dans le vide, un qui restait dans la capsule et l'autre qui sortait à l'extérieur. Enfin, le principe était le même. Tout ça, c'est toujours dans les années 60. Hein. Gagarine 61, et là on est 5 ans, à peine 5 ans, 4 ans, 5 ans après. Alors évidemment, la fin de ces courses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
c'est la course à la Lune, qui cette fois-ci a été gagnée par les Américains, avec le programme Apollo. Et même si les Russes ont vraiment essayé très fortement de gagner cette course, à Baïkonour, il y a une ville fantôme aujourd'hui qui est complètement désertée et qui était une ville entière dédiée uniquement au programme lunaire russe, soviétique. Et donc, la fusée N1 que vous avez vue a été construite et lancée 4 fois, je crois, et 4 fois, il y a eu un échec lié au système de propulsion, mais les Russes étaient très proches des Américains. Une fois de plus, toute cette partie, ils se tiraient la bourre, ils étaient assez proches l'un de l'autre. Mais le programme, là, le vainqueur, c'était Apollo, et donc ce merveilleux programme Apollo, quand même avec 22 missions. Il y a eu quand même que 6 missions posées sur la Lune, mais 22 missions au total. 11 automatiques et 11 habités, avec là aussi, si vous avez l'occasion de voir le film Apollo 13, c'est très réaliste, donc c'est très, très, très intéressant. Et sur le programme Apollo, ce qu'on peut noter quand même assez clairement vis-à-vis de l'exploration, c'est le changement d'échelle, parce que là, vous avez les programmes dont je vous ai parlé côté américain précédemment, Mercury et Gemini. Vous voyez la taille des lanceurs, et ça, c'est Apollo. Voilà, ça, c'est Saturne V. Donc, plus de 100 mètres de haut, 3000 tonnes, 2800 tonnes au décollage, 3000 tonnes au décollage. Et voilà les capsules, donc Mercury, Gemini, hein, vous voyez les capsules, et ça, c'est le train Apollo, donc avec la capsule et puis le LEM, qui permettait donc de se poser sur la Lune. Donc, un changement d'échelle total pour cette mission. Beaucoup de risques. Une carte blanche extraordinaire pour les ingénieurs de l'époque qui ont dû se régaler. Voilà, le budget qu'ils avaient, là, vous voyez, là, c'est les années d'Apollo, voilà, par rapport à, c'est allé jusqu'à plus de 5% du budget des États-Unis juste pour leur programme sur une année. C'est énorme. Et grâce à cet effort, grâce à cette volonté politique, ben, ils ont réussi de façon assez exceptionnelle ces 7 missions habitées lunaires, dont 6 ont réussi à se poser. Et puis il y a eu Apollo 13, évidemment, mais qui a été aussi quelque part un grand succès parce qu'ils ont réussi à sauver l'équipage et à le ramener au sol. Alors ça s'est terminé un peu tristement parce qu'après avoir ramené plein de roches lunaires, après avoir fait de la Jeep sur la Lune, ben, le programme était terminé, il n'y avait plus rien à montrer, ils avaient gagné la course et les Russes étaient passés à autre chose. Eux-mêmes voulaient passer à autre chose et on va voir la suite. Et donc ils ont arrêté le programme. Il leur restait 3 lanceurs Saturne V, 3 lanceurs géants comme ça. Il y en a un qui a été utilisé pour lancer une station spatiale qui s'appelait Skylab, qui était une station spatiale américaine. Ils n'ont pas continué dans cette voie, on va voir pourquoi tout à l'heure, mais ils ont lancé une station spatiale, les Américains, dans les années 70, ce qui est Skylab. Et puis les deux autres lanceurs géants sont toujours au sol. Et il y en a un qui est, si vous avez l'occasion d'aller les voir, c'est assez exceptionnel. Il y en a un qui est à Houston, et puis un autre qui est en Floride, Cap Kennedy. Et ils sont exposés comme ça, posés au sol, et c'est gigantesque. Il y a eu un vol aussi assez historique en 1975, qui est le vol Apollo-Soyouz. Alors c'était sur un lanceur plus petit. Il y avait 2 types de Saturne. Il y avait le Saturne V et puis le Saturne 1B, qui était un lanceur plus petit. Et donc avec ce lanceur Saturne, ils ont réalisé les missions habitées sur Skylab. Il y a eu 3 vols habités sur Skylab. Et puis ils ont réalisé aussi le rendez-vous Apollo-Soyouz dont je vais vous reparler. Donc ça a été le grand succès des Américains. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent astronautes, parce qu'ils se sont posés sur un astre, alors que les Russes s'appellent cosmonautes parce qu'ils ont volé dans le cosmos. Voilà. Et nos cosmonautes à nous, suivant qu'ils ont commencé à voler côté russe ou côté américain. Voilà. Jean-Pierre Agnoret, c'est plutôt un cosmonaute. Philippe Perrin, c'est un astronaute. Alors côté russe, là aussi un programme extraordinaire parce que par sa robustesse et le fait qu'aujourd'hui encore, ce vaisseau est le seul vaisseau au jour d'aujourd'hui à envoyer des cosmonautes ou des astronautes sur la Station spatiale internationale. C'est le vaisseau Soyouz qui a volé la première fois en 1967, donc quand même une paille, et qui vole toujours aujourd'hui. Alors évidemment, il a été modernisé, il a été numérisé, mais grosso modo, c'est la même chose. Vous avez 3 parties dans ce vaisseau Soyouz. La capsule, qui est la capsule où sont les cosmonautes au décollage,
et qui est une capsule qui rentre dans les couches de l'atmosphère et qui se pose au sol au retour. Donc voilà une capsule qui est posée, une capsule Soyouz après son retour, qui rentre sous parachute, vous voyez la capsule. Un bloc moteur où il y a toute la partie propulsion et système de commande-contrôle du vaisseau. Et puis un bloc orbital qui permet aux cosmonautes de vivre, une fois que le lancement a eu lieu, qu'ils ont vérifié dans les premières orbites l'étanchéité et le bon fonctionnement du vaisseau, ils ouvrent un sas ici et ils rentrent dans cette partie, puisque pendant une grande partie, toute la partie d'exploitation Mir et pendant une partie d'exploitation de l'ISS, il fallait 2 gros jours pour arriver jusqu'à la station, puisqu'on testait les systèmes, etc., on les calibrait. Maintenant, ils arrivent à s'amarrer à la station en quelques heures, donc ils n'utilisent pratiquement plus ce bloc orbital. Avant, ils y vivaient pendant les 2 jours du voyage vers la station. Voilà le lanceur Soyouz, donc c'est le même pratiquement que celui qui a lancé Gagarine. Vous retrouvez la partie basse est pratiquement identique, puis la partie haute avec le Soyouz, le vaisseau qui est dans la coiffe ici, et ici vous avez une tour d'éjection qui permet d'éjecter l'équipage en cas de problème depuis le pas de tir, donc vitesse 0, altitude 0. S'il y a un souci, c'est arrivé une fois, le lanceur a pris feu sur le pas de tir, mais on peut éjecter l'équipage grâce à cette tour qui est en fait une petite fusée qui extrait le vaisseau de la coiffe et qui le fait rentrer sous parachute. Et ça marche pendant toute la phase de fonctionnement du lanceur, si on a un problème sur le lanceur. Donc voilà, c'est le vaisseau qui a amené Thomas Pesquet sur la station spatiale. Et ça marche toujours très bien. Alors le temps des coopérations, je reviens sur ce vol Apollo-Soyouz, 75, une volonté très politique de montrer que les Russes et les Américains savaient travailler ensemble dans l'espace, et ils ont fait cet amarrage. Alors petite anecdote, il ne fallait pas qu'il y ait un mâle et une femelle dans cette affaire, donc ils ont développé un système androgyne spécifique d'amarrage. Voilà. Et donc, ils se sont amarrés comme ça, de façon androgyne. Voilà les 2 commandants de bord, Stafford et Alexis Leonov, le premier piéton, comme il s'appelle lui-même, de l'espace, l'homme qui a réalisé la première sortie extravéhiculaire et qui était aussi le commandant de bord de cette mission Apollo-Soyouz. 75. Ils ont mis du temps pour revoler ensemble après, hein. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Alors voilà la planche où je pourrais m'arrêter pendant 2 heures, si on avait du temps. Les stations. Alors, après les courses donc, et la course à la Lune perdue par les Soviétiques, gagnée par les Américains, il y a eu 2 voies différentes qui ont été prises par les Américains d'un côté et les Russes de l'autre. Les Russes ont investi sur les stations spatiales. Donc, ils sont partis dans le schéma des stations Salyut et puis la station Mir et les vols de très longue durée. Pour des raisons militaires au départ, des raisons d'observation. Évidemment, à cette époque-là, dans les années 70, on n'avait pas les satellites d'observation qu'on peut avoir aujourd'hui. Et les meilleurs satellites d'observation de l'époque, c'était des bonhommes dans des bidons, dans des stations, qui regardaient avec des super engins optiques le sol. Et donc les premiers cosmonautes russes qui ont volé sur les stations Salyut, c'était des cosmonautes espions, quelque part, qui surveillaient la Terre depuis le haut et qui faisaient des rapports au sol. C'était d'ailleurs des militaires qui travaillaient sur ces stations. Donc la Russie est partie, ou l'Union soviétique à l'époque est partie côté station. Les Américains ont fait un autre choix, ont investi côté navette et ils ont développé la navette américaine que vous connaissez. Donc côté station, il y a eu d'abord toute la série des Salyut. Quelques Salyut. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous voyez des stations qui étaient quand même des grosses stations. Certaines étaient lancées et puis fonctionnaient quelques jours ou quelques semaines. Hein. Ce n'était pas la station internationale telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou la station Mir qui a volé pendant de très nombreuses années. Non, c'était des stations qui étaient vraiment des tests au début. Il y en a certaines qui ont volé 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Elles ont volé pendant un vol habité. Un équipage est allé s'amarrer à cette station et puis elle a été désorbitée. Donc c'était des tests, mais ils ont beaucoup investi sur les stations et ils sont arrivés donc à bâtir cette station Salyut 7, dans laquelle Jean-Loup Chrétien a fait son premier vol en 82. Jean-Loup Chrétien a volé sur cette station Salyut 7. Et puis ensuite Mir. Donc Mir qui était vraiment
on peut dire, la première station spatiale internationale, puisqu'il y a eu, vous voyez, 104 visiteurs de 12 pays différents, et le Mir et le bloc de base, notamment de Mir, qui on ne voit pas là parce qu'il est derrière sur la photo, est quand même très très proche de la partie russe qui est aujourd'hui sur la Station spatiale internationale. Et donc cette station a été conçue de façon assez géniale. Vous voyez les stations, au début il n'y a qu'un port d'amarrage, c'était les stations les plus simples, les premières Salyut. Salyut 7 déjà avait 2 ports d'amarrage, un ici, un là. Donc ça permet de, faire de changer l'équipage, d'envoyer un équipage alors qu'il y a quand même un équipage en haut, et puis de faire une passation de consignes et de ramener l'autre équipage. Ça permet aussi de ravitailler avec des cargos automatiques Progress une station qui est déjà habitée. Donc vous avez un Soyouz qui est là, un équipage qui est à l'intérieur, et vous envoyez un Progress, et vous pouvez ravitailler la station. Le Progress russe, qui est très proche du Soyouz, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un cargo automatique qui a exactement la même forme que le Soyouz. Simplement, ici, ben, il n'y a pas besoin de bouclier thermique pour rentrer au sol, parce que tout ça est détruit. Tout ça est rempli par du matériel, et puis ça, c'est toujours le bloc moteur, et c'est automatique. Et vous avez le cargo Progress qui a été utilisé par les soviétiques et les russes depuis le début de ces missions, et qui sert aujourd'hui encore sur la station à ravitailler la Station spatiale internationale. Donc donc la station Mir, vous la voyez, avait plusieurs ports d'amarrage. Jean-Pierre s'est amarré une fois ici, c'était le bout du module Spectre, où il y avait le fameux système de docking androgyne qui avait été utilisé pour Apollo-Soyouz. Il y en avait un qui avait été mis en place ici, et puis il y avait d'autres ports d'amarrage dans l'axe principal de la station, qui était celui-là. Là, vous voyez, il y a un Soyouz sans doute qui est amarré, parce que sur le Péréo, on amarrait que des Soyouz pour laisser ce port libre, et là, arrivait un autre Soyouz ou un Progress, et les Progress s'amarraient du côté de Gvant 1. Voilà. Cette station a été conçue de façon assez géniale, comme beaucoup de choses à l'époque par les soviétiques et opérée par les Russes. Elle nous a permis de réaliser des missions assez extraordinaires, et on a vécu à cette époque, nous, ingénieurs CNES et jeunes ingénieurs que j'étais, des moments extraordinaires, parce que les premiers vols qu'on a réalisés, les vols de Jean-Loup Chrétien, 82, sur la station Salyut 7, 88, ont été des vols complètement secrets, côté russe en tout cas. Et politiquement, on avait des accords avec eux, mais il y avait très peu d'accès aux équipes qui réalisaient les vols. Et puis, il y a eu la chute du mur, il y a eu l'ouverture. Et donc, les gens qui faisaient ces vols et côté soviétique, et qui travaillaient depuis Yuri Gagarin, tout d'un coup, ont eu le droit de s'interfacer avec des étrangers, alors qu'ils n'avaient pas du tout le droit de leur parler. Et on était là, on a eu la chance d'être là à ce moment-là. Et évidemment, ils n'ont eu de cesse que de nous expliquer, de nous passer toute leur immense connaissance. On a tissé des liens d'amitié extrêmement forts, et les ingénieurs français qui ont travaillé sur les vols habités à cette époque-là ont eu beaucoup de chance et ont beaucoup appris au contact des Russes sur ces missions qu'on a réalisées sur la station Mir. Donc on a réalisé des missions 88 à Ragaz, le deuxième vol de Jean-Loup Chrétien, et c'était déjà après Salyut 7, et c'était passé sur Mir. Et puis on a réalisé Michel Tonini en 92, Jean-Pierre Aigneret en 93, Claudie Aigneret en 96, première femme dans l'espace, Léopold Hertz en 98. En 97, la station a eu un grave problème de collision avec un cargo Progress qui venait la ravitailler. Il y a eu un module qui a été perdu, ils ont failli perdre complètement la station. On devait voler en 97, on nous a dit non, mais les Russes ont remis en état la station, et le vol qui était prévu, c'était le vol de Léopold Hertz, s'est réalisé quand même avec un an de retard en 98. Puis le vol de très longue durée de Jean-Pierre Aigneret jusqu'à Thomas Pesquet, c'était lui qui avait le record de durée de vol, plus de 6 mois, 188 jours, et il l'a réalisé en 99. Et c'était la dernière mission opérationnelle sur Mir, puisqu'ensuite, il n'y a eu plus qu'une mission pour préparer la désorbitation, et Mir a été désorbité pour laisser place à l'ISS. Donc vraiment, c'était une mission, une station assez extraordinaire, et qui a permis les premières grandes coopérations du domaine spatial en vol habité. Alors, côté américain, comme je vous disais, ils sont passés sur un autre système. Les Russes avaient développé leur station pour des raisons au départ militaires. Les Américains ont argumenté aussi de leur navette pour des raisons militaires. Et au départ, c'était dans l'idée, enfin c'est ce qu'ils disaient en tout cas, d'aller récupérer des satellites, de les mettre dans la soute de la navette et de les ramener au sol. Sauf qu'évidemment, ça, c'est pas très malin, parce que ce qui se passe dans l'espace, on voit quand même assez bien ce qui se passe. Et quand on a une agression aussi nette que d'aller piquer le satellite d'un copain, il vaut mieux que ça ne se voit pas. Et là, ce n'est pas trop possible. Donc, du coup, ça n'a jamais été utilisé pour ça.
Et par contre, c'était un engin magnifique, hein, qui était à moitié avion, à moitié engin spatial, qui volait en orbite comme un véhicule spatial, et puis qui planait pas très bien, mais qui tombait en planant un peu, et qui arrivait en tout cas à se poser avec une grande précision sur les pistes en Floride ou à Edwards, en Californie. Système quand même extrêmement complexe par rapport au système russe. Ce qui coûte beaucoup dans ces vols, je ne l'ai pas assez dit depuis le début, c'est quand même la sécurité des équipages. Envoyer des hommes dans l'espace, l'objectif évidemment premier, c'est de les ramener en bonne santé, et tout ce qui est lié à la sécurité des vaisseaux, donc la disponibilité, la fiabilité des vaisseaux, ça coûte extrêmement cher. Le système russe permet de limiter ces affaires fiabilité très très fortes à un petit vaisseau, qui est le vaisseau Soyouz, qui est dédié aux hommes. Et le matériel est envoyé par un cargo automatique Progress. Avec le système américain, tout était envoyé dans le même engin, et donc vous aviez les mêmes contraintes pour tout le matériel que vous lanciez, et qui étaient des contraintes très fortes et très coûteuses, parce qui étaient liées à la sécurité de l'équipage. Et donc ce système était extrêmement complexe et extrêmement coûteux, mais c'était un bel engin spatial. Il volait peu de temps, c'est-à-dire que je crois que c'était 3 semaines maximum, les vols de navettes autonomes. La plupart du temps, c'était des vols de 15 jours. Et donc, quand les Américains ont commencé à penser à la Station spatiale internationale, ils ont coopéré avec les Russes et ils ont fait ces missions qui s'appelaient les missions Shuttle Mir, où ils amarraient en fait la navette américaine à la station russe. Et là, vous voyez la taille respective des deux engins. C'est finalement commensurable. La Station spatiale internationale, on verra après, est beaucoup plus grande, mais Mir était relativement modeste en taille. Et voilà la navette américaine amarrée à la station. Vous imaginez qu'amarrer ça, c'était pas simple au niveau des masses respectives et des vitesses relatives des engins, etc., et de la rigidité mécanique de la structure de la station. Mais ils ont fait ça 11 fois et ça a très bien marché. Et c'est comme ça que les Américains ont appris, au contact des Russes, à maîtriser les vols de très longue durée. Ça n'a pas été simple au début parce que c'était pas vraiment leur truc. Évidemment, un vol comme ça, vous lancez vos astronautes, vous volez 15 jours, vous pouvez les pressurer comme vous voulez. 15 jours, c'est très court. Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, c'est pas grave, ils sont motivés, ils reviennent, tout va bien. Et puis vous rentrez, vous ramenez tout l'appareil, vous nettoyez tout du sol au plafond, et puis vous repartez pour une nouvelle mission, tout neuf. Là, c'est complètement différent. Sur un vol de 6 mois, vous ne gérez pas les équipages de la même façon. Et puis là, c'est comme votre garage chez vous. Petit à petit, c'est une zone de vie, donc ça s'encombre. Il y a des choses qu'on leur demande de jeter, ils disent ah ben non, ça peut servir, donc je le mets de côté. Et au final, ça devient un capharnaüm à gérer, la configuration, tout ça, c'est très difficile. Donc c'est un système complètement différent. Et vraiment, pour l'ISS, les Américains ont dû apprendre ça au contact des Russes sur Mir. Et à notre contact aussi, je dois dire, humblement, parce qu'ils se demandaient à l'époque comment on arrivait à bosser avec les Russes. La première fois où ils sont allés, les Américains, ils ont été quand même surpris, comme nous, des fois, on a pu être au début. Et donc, ils sont venus nous voir. Il y a eu des Américains, des grands astronautes américains qui ont fait des stages au CADMOS pour savoir comment on faisait pour travailler avec les Russes et comment on bossait avec eux, pour s'entendre aussi bien avec eux et réaliser des missions. Eux, ils ne voyaient pas très bien comment ils allaient y arriver. Bon, il y a eu quelques petits moments difficiles sur ces missions, mais finalement, évidemment, ils y sont arrivés et ils ont bien travaillé avec les Russes et l'histoire a continué dans la logique des coopérations. Alors, la Station spatiale internationale, évidemment, c'est l'achèvement de cette phase de coopération internationale, puisque là, pour le coup, on a une seule station construite et opérée par les Russes, les Américains, les Européens, les Japonais et les Canadiens et d'autres pays. Vous voyez donc que cette station elle est grande comme un terrain de football. On la voit très bien. Il y a des logiciels sur vos iPhones qui permettent de prévoir les passages. Et donc l'été notamment, c'est assez superbe de la voir passer dans le ciel. Donc n'hésitez pas à chercher ça. Elle se voit très bien. Même à l'œil nu, on voit presque les panneaux. On distingue quand même la taille de la station. Ce n'est pas simplement un point pour ceux qui ont une bonne vue. Donc c'est vraiment un très gros engin. Il y a une partie russe qui est sur le fond de la photo, ici. Donc tout un segment russe qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est assez proche de la station Mir. Et puis un segment américain qui est ici devant. Puis ces grands panneaux qui sont recouverts de radiateurs. Ça, c'est des radiateurs pour évacuer les calories. Et puis des panneaux solaires pour emmagasiner l'énergie. Donc vous faites fonctionner vos instruments.
un module japonais, ça c'est la partie japonaise de la Station spatiale internationale, avec 2 modules et une plateforme externe, et puis ce module qui est le module Columbus européen, donc développé et utilisé donc, par les Européens, opéré depuis le centre de contrôle Columbus qui est en Allemagne. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas le véhicule sur cette photo, mais on a lancé donc 5 KTV, qui étaient Automatic Transfer Vehicle, qui sont des cargos automatiques de ravitaillement de la station, 3 fois gros comme un Progress, et qui se sont toujours amarrés de façon parfaite à la station et contrôlés depuis le centre de contrôle ici à Toulouse. Donc je vais passer assez vite. Là, c'est les participations des différents pays sur cette station. C'est un peu ce que je vous ai montré, la partie russe, la partie américaine, la partie japonaise, la partie européenne. Il y a les Canadiens qui ont le bras robotique, hein, comme ils ont toujours fait sur la navette, ils avaient aussi le bras robotique. Ils l'ont maintenu sur la station. Et là, vous avez quelques chiffres sur cette station. 6 membres d'équipage en permanence, 450 tonnes. Voilà. Elle fait le tour de la Terre en 1h30. Et elle est à peu près à 400 km d'altitude. Donc son orbite se décale par rapport aux traces au sol en permanence, et donc suivant les moments, elle passe la nuit au-dessus de vous, elle passe le jour, donc, et quand elle passe, alors qu'il fait sombre au sol, mais qu'à 400 km c'est toujours éclairé, c'est à ces moments-là, donc soit le soir, soit le matin tôt, que vous pouvez la voir dans le ciel passer quand les orbites sont bien orientées. Et puis voilà pour terminer cette partie de course et de coopération, quelques références un peu globales sur les vols habités. Donc un peu plus de 500 astronautes et cosmonautes ont volé dans l'espace. Le recordman de séjour cumulé, c'est un Russe, Gennady Padalka, qui a volé sur nos missions d'ailleurs, en coopération avec la France, et qui a un cumul de presque 900 jours de vol dans l'espace. Le recordman du vol d'un seul tenant, c'est Valéry Polyakov, un médecin russe, qui a volé aussi avec Jean-Loup et qui a fait un vol de 15 mois. Donc c'est à peu près la durée d'un vol vers Mars tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Donc voilà, ça a été fait en orbite, en durée en tout cas, avec Valéry Polyakov. Les vols sur la Lune, avec l'Apollo 17 qui a été le plus long, où ils ont passé presque 75 heures posés sur la Lune. Ils ont fait 22 heures de crapahutage eux-mêmes sur leur planète, soit à pied, soit avec leur véhicule, mais ils ont passé 75 heures sur la Lune. Les kilos de roches ramenés depuis la Lune, et puis surtout en orbite basse sur la station Mir, Salyut, Mir, et puis l'ISS aujourd'hui, des dizaines de milliers d'heures d'expérience scientifique dans des domaines très différents, la physiologie, biologie, physique des fluides, des domaines scientifiques qui nécessitent d'être à un moment donné en micro-pesanteur. Alors on peut être en micro-pesanteur au sol, parce qu'il suffit de tomber. Donc quand je fais ça, le temps que je retombe, j'étais en micro-pesanteur, exactement comme on l'est sur la station. Pareil, sauf que ça ne dure pas bien longtemps, malheureusement. Et donc, pour avoir des durées plus longues, on peut tomber de plus haut. Donc, il y a des tours à chute libre. On peut tomber d'encore plus haut. Donc, il y a des avions qui permettent de faire des vols paraboliques. Là, on arrive à avoir 20 secondes à peu près de micro-pesanteur sur un avion. Et puis, si on a besoin de temps plus long, il n'y a guère que les stations comme la station spatiale où on peut mener des expériences sur de longues durées en micro-pesanteur. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors on rentre dans un nouveau domaine avec de nouveaux entrants, de nouvelles logiques. À gauche, vous avez un peu la nouvelle logique institutionnelle avec le premier taïkonaute chinois, parce que les Chinois sont arrivés dans le club de ceux qui envoient des hommes dans l'espace de façon autonome. Bon, j'y reviendrai rapidement. Ça, c'est le futur système américain, SLS, Space Launch System, avec la capsule Orion qu'ils vont développer, j'y reviendrai aussi. Et puis là, vous avez toute autre chose, c'est des passionnés privés, Jeff Bezos et puis Elon Musk, qui se lancent aussi dans l'aventure. Et donc on a une privatisation, quelque part, en tout cas avec des acteurs privés qui rentrent dans l'aventure, qui était une aventure, telle que je vous l'ai décrite pour l'instant, limitée à des États, et souvent pour des raisons pour montrer leur puissance.
et pour faire la course à la puissance spatiale. Ce qui reste le cas pour la Chine, puisqu'ils arrivent, ils veulent montrer que la Chine, c'est un grand pays, qui sont puissants, qui savent faire comme les autres, et ils sont toujours, eux, dans cette logique de montrer qu'ils savent faire des vols autonomes, dans la logique des Américains ou des Soviétiques du début. C'est ce qu'ils font aujourd'hui, mais ils se développent très vite à la chinoise. Et puis, par contre, cette logique-là est quand même assez différente. Alors, le programme chinois, en 2003, ça a commencé en 1999, mais en 2003, il y a eu le premier vol d'un taïkonaute, Yang Liwei, qui a volé sur un vaisseau Shenzhou. Le vaisseau Shenzhou, on n'en voit pas trop là, c'est un vaisseau qui ressemble beaucoup au Soyouz, parce qu'ils ont beaucoup travaillé avec l'Union soviétique, ils ont eu des coopérations. Donc le vaisseau ressemble beaucoup, à part le bloc orbital, qui est une boule côté soviétique, si vous vous souvenez le Soyouz, alors que c'est plutôt un petit module cylindrique côté chinois. Pour le reste, le véhicule est assez similaire. Ils ont fait voler des stations, Tiangong 1, Tiangong 2, donc leur station spatiale s'appelle Tiangong, leur vaisseau spatial s'appelle Shenzhou, et ils ont un programme qui est assez similaire finalement au programme du début des missions des stations Salyut côté soviétique. Et ils prévoient donc dans les années qui viennent de lancer la station Tiangong 3, qui sera donc le début d'une station à la mode Mir, j'ai envie de dire, donc avec des modules amarrés entre eux, et qui sera le début d'une grande station à intégrer dans l'espace. On travaille avec eux, comme j'ai dit tout à l'heure. Sur Tiangong 2, on a lancé un matériel de suivi cardiovasculaire des taïkonautes chinois. Et donc on a commencé des coopérations avec la Chine dans le domaine des vols habités pour les aider à faire du suivi médical de leurs taïkonautes. Et on a réalisé donc ces coopérations dans l'espace et aussi au sol, en faisant avec eux des vols paraboliques et puis des bed rest. Des bed rest, c'est des expériences médicales où on met des gens, des sujets, la tête en bas pour simuler un peu les problèmes cardiovasculaires qu'on peut avoir en micropesanteur. Et on a fait ces mesures bed rest aussi en coopération avec les Chinois. Donc ça, c'est le programme chinois. Et les Chinois qui vont très vite, puisqu'ils ont déjà, donc ils prévoient de lancer leur 3e station. Et ils ont déjà réalisé 6 vols habités à ce jour, avec un lanceur longue marche chinois. Donc tout est chinois, et ils sont autonomes pour lancer leurs équipages. Côté américain, quelque chose qui est très intéressant, c'est la démarche de la NASA il y a une grosse dizaine d'années, en faisant un parallèle avec l'aéronautique, qui a dit l'aéronautique, ça s'est développé au début pour des raisons militaires. Les premiers avions étaient des avions payés par les États pour des raisons militaires, donc très étatiques, stratégiques. Et puis, il y a eu des milliardaires un peu fous, des gens qui ont voulu battre des records. Le premier aller le plus vite, à traverser la Manche, puis l'Atlantique, etc. Et ces efforts de privés qui ont investi dans l'aéronautique ont fait énormément progresser l'aéronautique. Et pourquoi on ne pourrait pas susciter la même chose au niveau de l'espace, au niveau spatial? Et ils ont donc lancé des prix côté NASA, en disant aux gens, mais tout le monde peut essayer. Il suffit le prix, c'est ravitailler la station et de ramener le vaisseau au sol. Donc et le premier qui réussit gagne le prix. Et là-dessus, se sont positionnés alors des classiques du spatial comme Boeing, mais aussi des nouveaux entrants comme SpaceX. Et d'autres d'ailleurs, parce que Orbital ATK aussi a fait Cygnus. Donc il y a plusieurs boîtes et même des startups au début qui ont dit j'y vais, j'investis. Alors le système de la NASA était quand même sioux parce que il ne s'agissait pas, c'est très lourd au niveau investissement, de développer un vaisseau spatial pour aller sur la station, etc. Donc, travailler par phase. Ils disaient, on vous paye pour aller jusqu'à tel point de démonstration de votre système, donc démonstration au sol, le début, concept, etc. Puis première maquette, et puis premier démonstrateur. Et puis chaque fois que vous passez une phase, on vous finance pour la phase suivante. Et puis, comme ça, vous n'avez pas à investir trop, et puis vous pouvez avancer. Si vous ne passez pas le step, on ne vous finance pas pour la suite. Tant que vous n'avez pas passé le step, on n'avance pas. Et c'est comme ça, par ces méthodes-là, qu'ils ont fait émerger des sociétés comme Orbital ATK ou SpaceX. Et SpaceX qui a finalement réussi, donc, le premier à ravitailler la station avec son vaisseau Dragon,
a ravitaillé le premier, la station spatiale, et qui revient au sol. Et le vaisseau est récupéré. Donc ici, vous voyez la récupération d'un vaisseau Dragon. Alors Boeing aussi fait la même chose, a essayé de faire la même chose, développe des capsules. Donc tout le monde peut y aller. Et quand on réfléchit maintenant à ce qui se passe sur l'ouverture du spatial, et pas que pour les vols habités, et pas que pour l'exploration, on se rend compte que ce que faisait la NASA à l'époque, c'était juste de donner la possibilité à des structures différentes que les grandes structures Boeing, Lockheed, classiques, d'émerger. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a créé des nouveaux modèles, elle leur a donné la capacité de se développer. Et aujourd'hui, SpaceX ou Blue Origin concurrencent le marché des lanceurs au niveau mondial, pas sur les vols habités, sur le marché commercial des lanceurs, sur le lancement des satellites de télécom. Ils ont une structure complètement différente des grands acteurs classiques du spatial, Lockheed, Boeing côté États-Unis, ou Loral, ou Airbus et TAS chez nous. Et ils se sont développés à ce moment-là grâce à ce mécanisme de la NASA. Et la NASA, finalement, jouait un peu facile parce qu'elle disait, au gros, c'est pas facile de dire au gros, tu vas plus ravitailler la station, ça va être une start-up que je vais créer qui va ravitailler la station. Elle leur disait, non, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez essayer de développer pareil, tout c'est ouvert à tout le monde, allez-y, puis le meilleur gagnera. Et donc, avec ce système-là, ils ont fait émerger de nouveaux acteurs du spatial et surtout des acteurs qui travaillent différemment que les acteurs classiques du spatial. C'était un moment quand même charnière et très intéressant de l'histoire du spatial, de l'exploration. Alors, bon, voilà ce qui s'est développé à partir de là. Ça, c'est la partie Boeing, le Dragon et Blue Origin qui développe sa fusée New Shepard et puis New Glenn. Et ces gens-là sont en train de développer des fusées géantes aujourd'hui. SpaceX est en train devrait lancer bientôt son Falcon Heavy qui est là. Blue Origin est en train de développer un très gros lanceur. Et puis SpaceX, derrière Falcon Heavy, développe un plus gros lanceur encore pour envoyer des masses sur Mars. Côté étatique, côté américain, les gens vous reviennent assez furieusement après l'arrêt de Shuttle, de la navette, à des systèmes qui ressemblent beaucoup plus à Apollo ou, si vous voulez, à du Soyouz. Bon, la capsule est différente, mais elle ressemble plus à une capsule Apollo, avec une tour d'éjection aussi pour les affaires de sécurité, et avec ce véhicule Orion sur lequel l'Europe et la France participent, puisque Airbus est impliqué dans le développement des aspects propulsion d'Orion. Donc il y a une coopération internationale. On est sorti définitivement, à part pour la Chine, quelque part, de la course autonome et de la concurrence à outrance. On est plus rentré dans un monde coopératif. Et sur les futurs systèmes d'exploration, Orion est un système où l'Europe participe déjà. La France et Toulouse est impliquée pour développer des systèmes propulsifs de la capsule Orion. Donc ça, c'est le système qui est en train d'être développé par la NASA pour le futur de l'exploration. J'y reviendrai, l'exploration lunaire, voire plus loin, ça se fera avec ces vaisseaux et avec ce lanceur qui est un lanceur, vous voyez, de 3000 tonnes au décollage. C'est du Saturne V, c'est la gamme de Saturne V et qui va être utilisé pour la suite de l'exploration. Alors justement, la suite, c'est quoi? Alors c'est pas simple. C'est pas simple parce que, comme je disais au tout début, quand on est tout seul, on va plus vite. Quand on est plusieurs, on va plus loin, mais moins vite. La course, ça permet d'aller vite. La coopération internationale, c'est très riche, mais forcément, ça va moins vite. Et donc, il y a des feuilles de route qui sont en place. Ça, c'est un peu une des dernières feuilles de route qui a été discutée au niveau international, où vous voyez donc en rond, c'est les missions robotiques. Hein. Donc, il y en a quand même beaucoup sur la Lune qui sont prévues, sur Mars. Donc il n'y a pas opposition robot versus vol habité. On est vraiment aujourd'hui dans une logique de complémentarité. Les robots préparent l'exploration humaine ou font des choses que l'homme, on n'a pas besoin de l'homme pour le faire. Donc il y a des missions automatiques. Sur Mars, il y en a beaucoup. En 2020, il y aura 5 missions qui vont partir sur Mars. C'est quand même assez énorme. Et il y a beaucoup de missions lunaires aussi qui commencent à arriver. Et puis l'objectif derrière, c'est de partir sur des missions habitées. Donc les missions habitées, vous les voyez avec les triangles ici. Et donc le premier step, c'est d'envoyer des hommes en orbite lunaire.
Donc plutôt que de les faire tourner autour de la Terre, c'est les faire tourner autour de la Lune, et pour observer la Lune et se positionner autour de la Lune et apprendre à faire de l'exploration plus lointaine que l'orbite basse. L'orbite basse, je vous ai dit, on est quand même qu'à 400 km, la Lune on est quand même beaucoup plus loin. Et ça, c'est uniquement de la lunar orbite. Et vous voyez ici que le lunar surface, pleine de missions automatiques une fois de plus, mais les missions habitées, ça n'arrive jamais que vers 2030. Les missions autour de la Lune, ça arrive déjà dans les années 2022-2023. Donc ça, c'est quand même pour demain. Le prochain step qui se prépare au niveau de l'exploration, c'est d'envoyer des missions spatiales autour de la Lune et qui resteront autour de la Lune dans un premier temps. Le step d'après, c'est se poser sur la Lune et réaliser des opérations de surface, pas comme Apollo en quelques heures pour planter un drapeau, faire 2 expériences, ramener 3 cailloux et revenir, mais pour construire des bases lunaires et donc travailler de façon pérenne, de façon longue sur la Lune. Et puis Mars, le Graal de Mars aujourd'hui, pour les scientifiques, c'est de ramener des échantillons. Donc ça peut être fait par des missions automatiques, et c'est comme ça qu'on commence. Et l'objectif, c'est avant 2030 de ramener des échantillons de Mars. Alors il y a plusieurs missions qui le prévoient, notamment celle-là sur laquelle on participe. Nous, on coopère avec les Japonais sur une mission qui s'appelle MMX et qui va ramener des échantillons de Phobos. Alors, Phobos, c'est un peu plus simple que Mars parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. C'est une lune de Mars, mais c'est plus léger, on peut s'y poser plus facilement et surtout redécoller plus facilement. Et donc on prévoit de ramener les premiers échantillons de Phobos en 2024, je crois. Et puis derrière, ramener des échantillons de Mars. Et de toute façon, on a besoin de ça pour envoyer des hommes sur Mars. Parce qu'envoyer des hommes sur Mars, ça veut dire les récupérer. Et ramener des échantillons de Mars, ça veut dire savoir redécoller de Mars, récupérer des échantillons sur la planète et savoir redécoller pour ramener ces échantillons sur la Terre. Donc c'est vraiment la répétition automatique. D'abord, ça sert des enjeux scientifiques forts, parce que les scientifiques sont très intéressés pour étudier la planète Mars et donc récupérer du matériel. Et puis en plus, ça prépare les technos dont on aura besoin pour envoyer des hommes sur Mars. Donc ça, c'est la big picture aujourd'hui, la plus à jour qu'on est aujourd'hui sur les prochaines étapes. Vous voyez qu'il y en a qui sont quand même pas loin, hein. Voilà, on est en 2018, on est par là, après 2020. Les prochaines étapes, une fois de plus, c'est l'orbite lunaire, puis les stations et la surface lunaire. Alors voilà, la première étape, c'est, alors ça s'appelle Deep Space Gateway, le programme là qui permet donc d'envoyer cette station spatiale autour de la Lune. Et vous voyez ici avec le SLS, ce gros lanceur qui est de la gamme Saturn V, les prochaines étapes, et donc entre 18, c'est aujourd'hui, et 2025, les prochains lancements qui vont permettre de lancer les différents blocs de cette station spatiale. Qu'est-ce qui va se passer en orbite basse? C'est une grande question, parce que est-ce que les États vont pouvoir à la fois faire de l'exploration lunaire et à la fois continuer à opérer l'orbite basse avec une station comme l'ISS? Quand l'ISS arrêtera de fonctionner, est-ce qu'on en fait une autre? Comment? On pense plutôt aujourd'hui qu'il y aura une appropriation par des privés, là aussi grâce à l'entrée de nouveaux acteurs, de l'orbite basse, des gens qui ont déjà commencé et là aussi accompagnés par la NASA, à développer des études pour lancer des véhicules en orbite pour faire du tourisme spatial. Big Halo, il y a des modules gonflables là, qui se transforment en hôtels autour de la Terre. Donc on pense que les privés prendront peu à peu la place des États, des agences spatiales sur l'orbite basse, donc sur l'orbite occupée par la station spatiale aujourd'hui. Ça, c'est les premières étapes. Ils ont commencé à faire des études papier, et puis les premiers démonstrateurs sont en cours de test au sol. Donc déjà, ces boîtes, ces initiatives sont en développement pour travailler en orbite basse. Et donc la suite, après l'orbite cislunaire, c'est le retour à la surface de la Lune. Et aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Europe ont tous des programmes pour revenir sur la surface lunaire en coopération, ensemble, sur ce type d'installation où il va y avoir une présence permanente pour travailler sur la Lune de façon longue et pérenne, et pas simplement
planter un drapeau à la mode Apollo. Ça, c'est le step après le 6 lunaire. Donc vous avez vu dans les années, aujourd'hui, 2030 à peu près. Après, le Deep Space Gateway, donc la même station que vous avez vue en orbite lunaire tout à l'heure, permet, par des évolutions, de construire des éléments qui vont pouvoir aller plus loin et donc explorer et aller jusqu'à Mars. Parce qu'évidemment, pour partir vers Mars, c'est plus simple de partir de l'orbite lunaire que de partir de la Terre, parce qu'on n'a pas l'attraction terrestre à éliminer. Donc c'est autour de la Lune que se développeront les vaisseaux qui vont permettre d'aller explorer les astéroïdes et ou Mars, donc d'aller plus loin et de passer le step d'après et de partir donc vers Mars. Donc vous voyez, avec le même lanceur, donc il y a tout un programme américain et en coopération internationale. On travaille en ce moment pour monter des coopérations entre l'Europe, dont la France et les États-Unis, sur le futur système Orion, la future station, et où on espère avoir des rôles intéressants au niveau des systèmes électroniques de contrôle de ces stations, aussi au niveau du système de support vie, puis au niveau du système propulsif aussi. Il y aura beaucoup de propulsion électrique dans tout ça. Et donc on est bien placé pour travailler avec les Américains sur le sujet. Donc on monte ces coopérations actuellement. Et le step d'après, c'est à partir de l'orbite lunaire de partir plus loin et d'aller donc vers l'étape ultime qui est Mars. Alors aller sur Mars, c'est compliqué. C'est compliqué pour plein de raisons. Je crois qu'il faut dire aujourd'hui, contrairement à certains qui disent qu'on s'est lancé des centaines de personnes sur Mars bientôt sans problème, que ce n'est pas vrai. D'abord, la masse. Il faut que vous ayez une idée en tête, c'est Curiosity, qui est le rover qu'on opère aujourd'hui avec la NASA, qui est sur la surface de Mars. C'est à peu près 1 tonne, c'est quand même une voiture. C'est un gros rover. Pour poser ce rover sur Mars, il faut un véhicule qui fait une vingtaine de tonnes qui va aller vers Mars. Et pour avoir un véhicule qui fait une vingtaine de tonnes qui va aller vers Mars, qui va rentrer dans Mars et qui va poser la tonne du rover sur Mars, il faut une fusée qui décolle qui fait plus de 500 tonnes. Donc 1 tonne, 500 tonnes, 500 fois plus. Il faut lancer 500 fois la masse aujourd'hui pour emmener 1 kilo sur Mars. Donc si vous avez une station spatiale, la station spatiale l'ISS, elle fait 400 tonnes, 500 tonnes. Si vous faites 2 fois l'ISS pour avoir une base martienne, elle fait 1000 tonnes à lancer. Il faut lancer 500 000 tonnes de lanceurs qui décollent. Et 500 000 tonnes de lanceurs, même avec des lanceurs qui font 3000 tonnes au décollage, il en faut un certain nombre quand même. Donc on a quand même cette limitation qui est très forte aujourd'hui, qui est liée à la propulsion et au système de lancement. On a des limitations fortes liées aux radiations. Les radiations, dès qu'on sort des ceintures de Van Allen, on n'est plus protégé. Alors c'est vrai aussi pour la Lune, mais on peut, une fois qu'on est arrivé, se protéger. Le trajet n'est pas long. Le trajet pour aller sur Mars, lui, il est long, 9 mois à peu près, 10 mois, c'est l'ordre de grandeur. Et donc là, on se prend des radiations, et en cas d'éruption solaire grave, on se prend des doses très très importantes. Donc il faut à tout prix avoir un système de protection pour la croisière. Et les systèmes de protection contre les radiations, c'est de la masse. Donc soit c'est vraiment de la masse, de l'eau, des systèmes magnétiques, mais des systèmes magnétiques, il faut des gros aimants, etc. C'est aussi de la masse, donc c'est aussi un problème. Et puis le problème psychologique, parce qu'évidemment quand vous êtes sur Mars, un signal, dans le cas le plus défavorable, il met plus de 20 minutes à arriver à vous. La Terre, vous la voyez comme vous voyez Mars à peu près depuis la Terre, c'est-à-dire un petit point dans le ciel. Et entre est-ce que ça va et oui, ça va, il se passe 40 minutes. Donc ça pose des problèmes psychologiques et opérationnels particuliers. J'en passe et des meilleurs, mais voilà, Mars, c'est pas simple. C'est pas simple, on n'ira pas demain. Et je pense raisonnablement, vous avez vu sur le schéma, Mars, on le positionnait plutôt... Enfin, il était hors du schéma, Mars habité. Et on le positionne aujourd'hui plutôt vers les années 2050, au mieux, quelque chose comme ça. Mais c'est l'objectif, parce que c'est quand même l'endroit le plus loin du système solaire où on ne mettra jamais le pied, parce que ensuite, vous avez des planètes telluriques qui sont infernales, Vénus, Mercure, on va y aller bientôt avec Bepi Colombo, mais c'est une fournaise terrible, on ne peut pas y envoyer, on peut à peine envoyer du matériel, donc des bonhommes, on n'y pense pas. Et puis après, vous avez les géantes gazeuses, alors là, ça, c'est même pas la peine. Avant d'arriver, vous êtes
détérioré par les efforts de marée. Et puis, de toute façon, c'est du gaz, donc il n'y a rien à... On ne peut pas se poser sur la surface, même si on pouvait le faire. Donc, finalement, Mars, c'est le Graal. Et donc, c'est vers ça qu'on tend, parce qu'on ne pourra pas aller plus loin. Et après, c'est autre chose. Après, c'est des centaines d'années, des milliers d'années. Donc, c'est autre chose. On lance des générations dans des gros vaisseaux. Ça, c'est dans des milliers d'années. Et ils vont partir, mais à la limite, on ne sait pas où. Et puis, ils vont vivre hors de la Terre. Mais ça, c'est déjà de la science-fiction. Les années 50, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que vivre sur Mars, vous voyez, c'est quand même pas jojo, quoi. Voilà, voilà le Soleil, on est dans des bases enterrées parce qu'il faut se protéger des radiations. Ça y est, dans les années 50, on aura réussi tout ça, et puis on ne pourra pas aller plus loin. Donc, pour le coup, on continuera à travailler sur Mars, sans doute. Mais voilà. Alors, certains vous parlent de terraforming, c'est-à-dire transformer Mars en terre, refaire arriver de l'eau, remettre une atmosphère, puis refaire pousser des plantes. Alors ça aussi, c'est pour des milliers d'années quand même, c'est un peu de la science-fiction. Donc Mars, demain, ça sera sans doute ça. On ira, moi je suis persuadé qu'on ira sur Mars. 50, c'est peut-être au plus court, peut-être un peu plus longtemps, parce qu'on n'est pas pressé, puisqu'après, de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Pourquoi se presser voilà. Mais on ira parce que l'homme veut aller plus loin et veut explorer, et je suis persuadé qu'on ira. Voilà. Mais je vais terminer par ça quand même, parce que je vous ai montré beaucoup de vaisseaux spatiaux. On travaille beaucoup en ce moment au CNES pour le climat, l'observation de la Terre, la protection de la planète. Et ça, c'est notre vaisseau spatial à nous. Et comme tout astronaute, la première chose qu'il doit faire, c'est pour ça qu'on a fait des sorties extravéhiculaires au début, etc., c'est maintenir son vaisseau spatial. Et c'est quand même notre objectif premier, c'est de maintenir le nôtre. C'est celui-là sur lequel on vole et qui nous fait voler dans l'espace aujourd'hui. Et il faut le maintenir comme il faut. Voilà, je vous remercie. Alors, c'est le temps des questions. Je suis à vous. Voilà, donc c'est le temps des questions. Merci beaucoup. La question porte sur les Chinois. Est-ce qu'ils ont une philosophie de la qualité et de la normalisation générale très spécifique, ou est-ce que finalement on s'y retrouve bien dans le dialogue avec eux et le développement de mieux? On s'y retrouve bien. Première réponse, premier niveau, c'est qu'on s'y retrouve bien. On arrive à coopérer assez bien avec eux. Nous, on travaille beaucoup avec eux. On a 3 grosses coopérations avec la Chine aujourd'hui. Une mission sur l'observation de la Terre, sur l'état de la mer, le vent en surface de la mer et les vagues, qui s'appelle CFOSAT. Une mission d'observation de l'univers, SVOM, sur les hautes énergies, X et gamma. Et puis une mission, comme j'ai dit, sur les vols habités. Et c'est des gens avec qui on arrive bien à coopérer. Alors, de par le système politique, moi je m'attendais au début, quand j'ai commencé à travailler avec eux, à me retrouver dans une ambiance un peu soviétique, qui était mes premières amours de coopération. En fait, c'est un mélange assez curieux, effectivement, de certains réflexes un peu à la soviétique, mais de grande modernité. Et ils vont extrêmement vite en termes de développement. Moi, la première fois que je suis allé en Chine, je suis rentré dans les salles blanches. Bon, d'abord, il n'y avait rien. Quelques mois, pour pas dire quelques mois après, il y avait des salles blanches qui étaient vides. Et puis la même salle blanche, un an après, elle était pleine de satellites. Donc ça va extrêmement vite. Des gens qui ont beaucoup de compétences ou qui les acquièrent très vite, et avec qui on travaille bien. Je veux dire qu'aujourd'hui, les gens avec qui on a eu le plus de mal à coopérer, c'est quand même les Indiens. Les Indiens, culturellement, alors qu'on travaille avec eux depuis longtemps, c'est difficile à se comprendre. On est assez éloignés, quoi. Un Indien qui vous dit quelque chose, demain je te fais ça, avant de comprendre qu'il vous a dit qu'il ne vous l'aurait jamais, c'est difficile, quoi. Et donc, au début, les chefs de projet en ont bavé, quoi. Mais avec les Chinois, ça se passe bien. Bonsoir, merci.
l'ISS, elle est annoncée jusqu'à 2024, a priori. Il va y avoir tout ce qui est autour de la Lune, tout ça qui va s'engager. Du coup, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la recherche scientifique, des expériences scientifiques, mis à part celles qui sont un peu engagées avec les Chinois? Ou est-ce que l'ESA va continuer à mettre des efforts pour faire de la recherche scientifique en orbite basse? Alors, c'est une bonne question, parce que effectivement, la recherche scientifique, ça n'a jamais été l'unique moteur des vols habités, et ça n'a jamais été ce qui a légitimé les sommes importantes. La station, c'est 100 milliards d'euros qui sont nécessaires pour faire des vols habités. Par contre, dans une station en micropesanteur, c'est un laboratoire où on peut faire des expériences très, très utiles et très intéressantes. Donc, et unique, parce qu'on ne peut pas les faire au sol, à part sur des courtes durées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, comment ça va se passer quand l'exploration ou les États vont s'orienter vers plutôt la Lune? Alors, on peut dire que la station qui tournera autour de la Lune, elle sera en micropesanteur aussi, donc on peut faire des missions. Mais c'est quand même un peu couillon d'amener des équipements sur la Lune pour faire des expériences en micropesanteur, alors qu'on peut aller à 400 km. Donc, je pense qu'il y aura un équilibre à trouver entre l'intérêt, là, pour le coup, de continuer à faire certaines expériences, parce qu'elles sont vraiment intéressantes et de grande qualité. Et donc, soit en partenariat public-privé pour continuer à avoir des stations plus ou moins automatiques ou habitées qui tournent autour de la Terre, et puis certaines expériences qu'on pourrait faire éventuellement autour de la Lune aussi. Mais la question des expériences en micropesanteur, c'est effectivement une question qui se pose dans le futur de l'exploration. Mais le futur de l'exploration, une fois de plus, il est drivé par des considérations principalement politiques et puis sociétales. Et la science, il y a de la science intéressante qu'on peut faire et qui se greffera dessus, mais ce n'est pas le premier driver. Mais les gens qui veulent faire des manips de micropesanteur se posent la question aujourd'hui de savoir comment ça va basculer sur du privé, partenariat public-privé autour de la Terre, ou alors aller faire certaines manips, peut-être moins, parce que c'est plus loin autour de la Lune. Voilà, un micropesanteur. Un aspect historique dans la lutte pour la Lune entre les Américains et les Soviétiques, un conférencier a évoqué la possibilité, ou du moins le fait que les Russes auraient envoyé, pas un espion, mais un surveilleur des opérations américaines pour s'assurer qu'ils allaient bien sur la Lune et non pas dans le désert du Nevada. Est-ce que c'est une vérité historique ou est-ce que c'est un mauvais conférencier? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas une vérité historique que je connais. Donc, après que les Soviétiques aient envoyé des espions, ça me semble normal, quoi. Les Américains ont envoyé des espions aussi de l'autre côté, donc ça c'est sans doute fort probable. Mais pour vérifier qu'ils s'étaient bien posés sur la Lune, je crois qu'ils n'avaient aucun doute, puisque eux-mêmes étaient prêts à y arriver, que c'était faisable. Et d'ailleurs, ils ont posé, les Soviétiques, beaucoup de sondes automatiques et de robots sur la Lune. Donc, c'est eux aussi qui ont pris la première photo de la face cachée de la Lune, par une mission automatique. Donc ils ont fait plein de choses sur la Lune, les Soviétiques, et je suis bien persuadé qu'ils n'ont pas douté une seule seconde que les Américains aient été sur la Lune. Après qu'ils aient envoyé des espions, c'est fort probable aussi. C'est autre chose. Est-ce qu'on a un projet prévu avec les Canadiens? Alors les Canadiens, oui, alors les Canadiens sont déjà ont un mode de coopération très intelligent sur les vols habités. Ils se sont fait une spécialité des bras robotiques. Et les bras robotiques, il y en a besoin sur tous les engins spatiaux pour attraper les satellites, sur la navette, ils prenaient des photos quand il y a eu des problèmes après les accidents du ventre de la navette avant de rentrer. Tout ça, c'est fait avec des bras robotiques, et ces bras robotiques s'appellent Canadarm. Il est développé par les Canadiens, et donc et il est très visible parce que sur toutes les photos de navettes, on voit le bras et puis il y a marqué Canada dessus. Donc c'est très intelligent, c'est des compétences qu'ils ont développées qui sont très pointues. Et donc fort de cette compétence sur la navette, ils ont aussi les bras robotiques sur la Station spatiale internationale. Donc on travaille déjà avec le Canada, et le Canada est déjà à bord, et ils se sont fait la spécialité des bras robotiques spatiaux. Voilà. Aujourd'hui, le problème est la propulsion, vous expliquez, pour aller plus loin. Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours? Est-ce qu'ils sont déjà bien avancés ou pas? C'est une bonne question. La propulsion, ça reste un domaine compliqué.
les lanceurs, je me souviens d'une réflexion d'Alain Delef dans une réunion interne CNES qui avait été assez virulente vis-à-vis de nos collègues de la DLA pour leur dire mais vous bougez pas, c'est toujours pareil vos lanceurs, il faut développer des trucs nouveaux parce que voilà, c'est très limitant pour tout le reste. Et alors ça restait vrai jusqu'à récemment, vous n'êtes pas censé ignorer que SpaceX est en train de développer un système, est en train d'opérer un système réutilisable qui déjà fait un peu de disruption dans le milieu. Et puis il y a des gens qui réfléchissent maintenant sérieusement à d'autres modes de propulsion. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a montré un système à base de laser et de matériaux ablatifs pour lancer de la masse en orbite. C'est publié et c'est intéressant. Donc, les gens sont en train de réfléchir à de nouveaux modes pour diminuer le coût. Alors ça, c'est pas lié à l'exploration. Vous avez eu l'exploration, vous avez un très gros lanceur. Ça peut servir à l'exploration, mais c'est lié surtout au fait que le spatial sort d'un domaine uniquement étatique, entre dans la vie quotidienne, permet de plus en plus de services dans des domaines très variés. Et ces services, du coup, ils deviennent concurrentiels, ils rentrent dans le privé. Et qui dit concurrentiel privé dit baisse des coûts. Et pour tirer les coûts vers le bas, il faut des satellites pas chers, et ça on y travaille, mais ça ne sert à rien d'avoir des satellites pas chers si ça coûte extrêmement cher de les lancer. Et donc on travaille aussi, et de plus en plus les gens réfléchissent sur des systèmes peu onéreux de lancement, d'où le réutilisable, d'où des systèmes différents. Mais avec les propulsions chimiques qu'on a aujourd'hui, malheureusement, on est un peu limité par la physique, quoi. Alors, cette question vient juste de me précéder, mais je pose quand même ma question naïve. Vous avez très opportunément conclu sur la nécessité de quand même protéger notre vaisseau principal. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à envisager de faire voler tant de choses et tant de monde entre l'aéronautique et le spatial, avec les consommations d'énergie que cela implique, et justement une contradiction avec la protection de la planète en termes de carburant, comme il vient d'être évoqué, quoi. Mais, Oui. Alors, déjà pour ma paroisse, le transport, c'est une partie de la pollution. Le transport aérien, ça c'est pas négligeable. Les automobiles aussi, finalement. On est en train de passer à l'électrique et c'est une bonne chose. Par contre, c'est la grosse industrie qui pollue énormément aujourd'hui, les productions d'électricité avec le charbon, etc. Et la partie spatiale, alors pour le coup, on ne pollue pas beaucoup, et notamment avec des engins cryogéniques, comme Ariane 5, par exemple, pour le corps principal. C'est des systèmes cryogéniques, donc ça rejette de la vapeur d'eau. Donc ça va. Bon, la poudre sur les boosters, c'est un peu différent, c'est moins propre. Mais ce n'est pas comparable avec des usines à charbon, si vous voulez, en termes de création de gaz à effet de serre. Donc on s'est lancé. Demain, on pense les moteurs du futur seront sans doute des moteurs oxygène-méthane. Et voilà, c'est du gaz, on fait brûler du gaz, mais c'est pas du charbon et c'est pas très polluant. Donc par rapport aux lancements spatiaux, non, vu le nombre, même s'il y en a beaucoup plus demain, et vu les types de propulsion, on ne joue pas dans la même cour, je dirais. Il y a des niveaux, des ordres de grandeur différents entre ce qu'on a à gagner sur la pollution de la planète et ce qui est produit par les engins spatiaux. Ce n'est pas du tout du même ordre. Donc, voilà. Et on a beaucoup plus à gagner, par contre, à lancer des satellites, effectivement, pour observer, comprendre le fonctionnement de la planète, comprendre comment se passe le cycle de l'eau, comment se passe le cycle du carbone autour du globe, pour comprendre justement comment ça évolue et mieux lutter contre une évolution négative de la planète. Voire après faire des réglementations, on n'en est pas tout à fait là, mais les premiers systèmes qu'on va lancer sur le carbone, on a 2 projets en coopération, un pour mesurer les concentrations de CO2, gaz carbonique, et un pour mesurer les concentrations de méthane. C'est 2 satellites différents, Merlin et Microcarbe.
Et les futures générations de ces satellites vont pouvoir mesurer la partie anthropique. Là, on va comprendre comment ça fonctionne globalement au niveau de la planète. Et ensuite, les futures générations pourront mesurer les dégagements anthropiques, donc les sources anthropiques de carbone, et pour faire une espèce de régulation mondiale et savoir qui pollue pas et comment, etc. Ça va être extrêmement précieux d'avoir un système spatial d'observation. Donc ça, c'est sur ces sujets-là, on y gagne plus qu'on y perd, largement. Oui, alors moi j'ai une question qui complète la question précédente. On vient de parler de la pollution éventuelle et vous venez de répondre sur cette pollution par rapport à la protection de la Terre. Moi je suis sur la protection des habitants de la Terre. Dans la mesure où, en orbite basse, vous l'avez dit, il va y avoir de plus en plus de choses qui vont voler et il va y avoir beaucoup de sociétés qui vont se faire peut-être concurrence un petit peu dans ce domaine-là. Et donc, qui dit concurrence dit peut-être manque de sécurité. Et est-ce qu'on ne risque pas, un jour ou l'autre, nous, les habitants, de se prendre des choses sur la tête vous êtes un Gaulois. Oui, c'est une question intéressante, importante, et il faut qu'on travaille sur les régulations, parce que s'il n'y a pas de règlement de l'espace, effectivement, comme ça sert et ça va servir de plus en plus, il peut y avoir un développement anarchique, et effectivement, d'abord, se récupérer des débris sur la tête, c'est toujours possible si les rentrées ne sont pas maîtrisées ou si les satellites ne se désintègrent pas tout seuls en rentrant dans l'atmosphère, ce qui se passe dans la plupart des cas, mais aussi une pollution des orbites, et donc de ne plus pouvoir utiliser l'espace parce que tout simplement, ça sera plein de débris. Et donc, il y a des réflexions, mais pas seulement des réflexions. La France, c'est le premier pays à avoir mis en place une loi sur les opérations spatiales, qui impose qu'avant qu'on lance un objet dans l'espace, l'opérateur ait démontré qu'il avait la capacité d'opérer son satellite sans créer des collisions dans tous les sens parce qu'il ne maîtrise pas son système, et aussi avait la capacité de le désorbiter proprement, c'est-à-dire soit sur les orbites basses, le satellite est assez petit pour qu'il rentre au sol et il se détruit en rentrant dans l'atmosphère, parce qu'avec la vitesse et le frottement, il brûle en rentrant. Soit il est plus gros, et à ce moment-là, il faut viser un point précis. En général, on vise le Pacifique Sud, parce que c'est là où il y a même le moins de monde, il n'y a personne. Et donc là, on a de la propulsion spécifique qui permet de pousser fort et vite, et de rentrer précisément, et de désorbiter le satellite. Plus le fait qu'il faut sortir c'est la moindre des choses, donc sortir de l'orbite utile. Les satellites d'observation de la Terre, ils sont autour de 700 km, et les satellites de Galileo, GPS, ils sont entre 10 000 et 20 000. Puis les satellites d'observation géostationnaire, ils sont à 36 000 km, tous les télécoms notamment. Donc ça fait des zones comme ça qu'on a à protéger, et on impose aux opérateurs, par la loi française, c'est passé devant le Parlement, c'était validé, c'est une loi, on leur impose de libérer ces orbites à la fin de la vie de leurs satellites. Alors, le problème, c'est au niveau mondial. Nous, on a une loi, elle est française, elle s'applique aux Français. Et il y a des... Alors, on est les seuls à avoir une loi. Par contre, les Américains ont d'autres méthodes. Je ne fais plus détourner. Ils n'ont pas une loi sur les opérations spatiales. Mais c'est les Américains qui autorisent, pour leur système à eux, tout système d'émission de télémesure ou de télécommande vis-à-vis de leur satellite. Donc un satellite, si vous avez le droit de le lancer, mais que vous ne pouvez pas communiquer avec lui, ça ne sert à rien. Donc par ce biais-là, les Américains ont le contrôle aussi de ce qui part de leur territoire et vérifient que les opérateurs ont la capacité de désorbiter et de protéger les orbites. Et puis, plus globalement, il y a des groupes qui travaillent au niveau international. Il y a notamment un groupe qui s'appelle Interagency Debris Committee, qui étudie qui discute. Et alors, toutes les agences sont autour de la table, même les Chinois qui ont été les plus grands producteurs de débris spatiaux quand ils ont détruit leur satellite pour montrer qu'ils savaient détruire un satellite avec un missile. Ils sont très bien arrivés et ils ont créé des débris partout. C'est parti dans tous les sens. Et aujourd'hui encore, on a ces débris qui tournent autour de la Terre. Mais malgré ce, ils sont autour de la table et ils travaillent avec les Russes, les Américains, donc les Chinois, nous les Européens et tous les acteurs du spatial à ce problème-là. Bon, il ne faut pas noircir le trait. L'espace, c'est quand même grand. Il y a beaucoup d'espace autour de la Terre. Aujourd'hui, sur nos satellites,
on fait à peu près 1 à 2 manœuvres d'évitement par an. Quand on opère nos satellites, manœuvre d'évitement, c'est de voir qu'on a un débris. Tous les débris qui font plus de 10 cm, ils sont suivis dans l'espace. On sait où ils sont, on connaît leurs orbites. Et donc, quand on a un qui passe trop près, c'est pas qu'il va rentrer dans le satellite, mais il passe pas loin, on fait une manœuvre d'évitement. Donc, on met le satellite sur notre orbite et puis on revient après quand le débris est passé. On en fait aujourd'hui 1 à 2 manœuvres par an. C'est quand même pas énorme. Et avec les simulations qui sont faites sur l'évolution du nombre des débris, y compris en prenant en compte les débris qui seraient créés par des collisions, on voit que on a une augmentation du nombre des débris de 30% en 200 ans. Donc 30% en 200 ans, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. Vous voyez, s'il faut faire 3 fois plus de manœuvres, faire 4 manœuvres au lieu de 2, c'est loin d'être dramatique. Et moi, ce que je me dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut tout de suite aller nettoyer les orbites, développer des grands systèmes avec des épuisettes, des lasers, des machines, des trucs pour faire rentrer les débris. Moi, je me dis, même si on prend 100 ans de marge, je pense que dans 100 ans, on sera plus intelligent pour construire l'épuisette, aller récupérer les débris qu'aujourd'hui, ou alors on n'aura plus besoin de récupérer les débris. Et donc ne nous précipitons pas à développer ces systèmes. Par contre, travaillons sur les réglementations au niveau international, pour que effectivement ça ne se dégrade pas, et travaillons sur l'observation des débris pour connaître leur trajectoire et la population, le type de débris. Et puis c'est ça les priorités que je vois pour demain. Mais on a un spécialiste, je l'ai eu tout à l'heure dans la salle, Fernand Albi, je ne sais pas où il est, qui a travaillé longtemps sur ce sujet. Voilà, il est là, Fernand. Alors là, vous pouvez lui poser toutes les questions, il connaît tout sur le sujet. Travailler au CNES sur le sujet. Mais pour moi, c'est ça les priorités. Et demain, s'il faut aller nettoyer les orbites, je pense qu'on saura le faire, mais ce n'est pas une urgence parce qu'il y a quand même de l'espace. Mais c'est un sujet important et c'est un sujet qui est lié principalement à la réglementation internationale et sur lequel on travaille. Oui, moi j'avais une question sur. Vous parliez des entreprises privées, Jeff Bezos, Elon Musk, et vous avez dit en fait ils ont une manière différente de travailler. Et en fait, est-ce que vous avez des. Enfin, c'est quoi exactement cette manière différente de travailler? Enfin, si vous avez des informations là-dessus, parce que c'est dans tous les résultats dans toutes les industries où ils sont impliqués, ils font des choses qui sont complètement qui sortent complètement de l'ordinaire. Elon Musk, il invente des trains qui vont très très vite. Enfin, j'exagère, mais voilà. Oui. Et voilà, c'est quoi la différence entre leur manière de travailler alors, eux et... Après, il y a les différences entre leur manière de travailler, ce qu'ils font, qui est différent, je vais vous en parler un peu, et puis les annonces qu'ils font aussi. Elon Musk, dans les annonces qu'il fait, il y a à peu près un tiers de réaliste, voire qui est faisable, qui est en train d'être fait. Hein. Son lanceur est utilisable. Moi, j'ai vécu une époque, il n'y a pas si longtemps, où des gens rigolaient ici, en disant ça ne se fera jamais, c'est pas possible. Ça, il l'a fait. Donc des choses réalistes, mais il y a quand même des choses qui sont farfelues et ils mixent un peu le tout pour aussi intéresser les gens. Le spatial, c'est un monde de rêve, donc c'est assez facile de raconter un peu tout, n'importe quoi. Ce que je n'ai pas essayé de vous faire ce soir, on peut vous raconter des trucs mirobolants sur l'espace et les gens sont crédules un peu parce que donc dans les annonces, Elon Musk c'est un peu un mélange de tout ça. C'est ça qui est un peu compliqué. J'ai un film là, sur ma machine qu'il a présenté au dernier IAC, au colloque international sur l'espace, où on voit une énorme fusée là qu'il est en train de développer. Alors elle fait 10 000 tonnes au décollage, donc c'est 3 à 4 fois une Saturne V, vous imaginez. Et il amène avec ça 100 personnes sur Mars, et il dit, dans 10 ans, je mets 100 personnes sur Mars. Et il y a le film, et on voit comment il arrive, avec sa grosse fusée qui décolle, elle est ravitaillée en vol, elle part vers Mars. Et vous arrivez sur Mars, elle se pose sur Mars, elle fait 125 mètres de haut, et là, vous avez les 100 personnes, il y a une porte qui s'ouvre, et une vue magnifique sur Mars. Et ils sont à 125 mètres d'altitude. Et qu'est-ce qu'ils font, là, les mecs il dit, moi, je m'occupe que du transport, donc... Okay. Donc, il y a un peu un mélange de tout ça. Mais il y a des choses qui font moins rire chez Elon Musk, c'est quand même ce qu'il fait sur les lanceurs. Grâce à cette façon de se projeter dans le futur et de plaire aux gens et d'attirer des énergies et des investissements, il a quand même développé un système de lanceurs récupérables qui fait aujourd'hui trembler toute la planète des lanceurs. Hein. Donc ça, c'est... Alors, ces façons différentes de travailler, il est parti tout petit, il est parti très intégré.
Nous, mais pas que nous, les grands acteurs du spatial, je dis nous, nos industriels, on fait un morceau ici, un morceau en Allemagne, un morceau en Angleterre, on a des trucs très répartis. Mais Boeing et Lockheed, c'est des très grosses entreprises, on a des coûts fixes très importants. Lui, il est parti d'un petit hangar avec quelques ingénieurs. Nous, on a des coûts très importants parce qu'on aime bien tout vérifier, tout valider avant que ça parte. Donc, on a beaucoup de simulations qui sont faites, qui sont assez coûteuses sur tous nos systèmes. Lui, il est plutôt dans un mode essai, échec. Donc, il a fait beaucoup de moteurs au début. Un lanceur, c'est des bidons avec des moteurs. Donc, il a travaillé beaucoup sur ces moteurs. Il les a essayés et puis il est passé au banc à feu. Ce qui était bon, il mettait d'un côté. Ce qui était mauvais, il comprenait, il apprenait, il les mettait de l'autre. Alors que sur Ariane 5, par exemple, nous, on fait des moteurs Vulcain. On en fait 6 par an parce qu'on a 6 lancements. On fait les 6 moteurs et puis enfin, le premier étage. Et puis c'est tout. Mais parce que tout a été simulé, tout a été validé, tout a été vérifié à l'avance. Donc ça, c'est des méthodes différentes de travail. Il a des systèmes aussi qui sont assez robustes, assez simples. Il a des systèmes qui sont basés sur des moteurs soviétiques du début de l'exploration. Il a un moteur qui est basé sur un système qui a été utilisé sur le LEM lunaire. Donc des trucs qui sont anciens mais qui marchent. Et il a une logique good enough product. C'est-à-dire que si ça marche, je prends ça et c'est robuste et je l'utilise. Et j'essaie pas de faire le truc aux petits oignons qui va être extrêmement coûteux mais qui va faire progresser la science, la technique et tout ça. Ça c'est autre chose, mais lui il se place pas là-dedans. Les panneaux solaires de son Dragon, vaisseau spatial, les panneaux solaires d'un satellite, c'est quand même quelque chose de très très haute technologie. Les panneaux solaires de son Dragon, alors évidemment, le Dragon, ça ravitaille la station, donc ça doit marcher pendant 2 jours, le temps que ça aille sur la station. Après, on s'en fout. C'est des panneaux solaires que vous avez sur votre toit. Un peu de choses près, ils sont un peu plus légers, mais c'est tout, quoi. Il est parti sur des trucs comme ça. Donc voilà ces méthodes différentes de travail. Il se pose les questions différemment. Bonsoir. J'avais une question justement sur les lanceurs. On a traité des lanceurs américains avec le programme américain. On avait traité aussi des lanceurs privés, éventuellement aussi ceux des Chinois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est des lanceurs européens avec éventuellement Ariane 6 ? Qu'en est-il ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un peu d'informations par rapport à ça ? Où est-ce qu'on en est ? Le programme se déroule bien. Techniquement parlant, le lanceur est en train d'être développé, les tests se passent bien. Côté sol, on a à Kourou un pas de tir qui est en développement et qui est aussi sur le chemin nominal. Donc techniquement, tout se passe bien. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau commercial, il y a des questions qui se posent parce que le monde bouge autour. On a SpaceX qui baisse les prix de façon très importante. Donc là, et on est dans un monde où tout bouge très vite. Le monde concurrentiel fait que je pense qu'on n'est plus dans un système où on peut développer un système spatial comme un lanceur sur 10 ans pour l'exploiter pendant 30 ans. Parce que les technos autour vont tellement vite et puis il y a tellement d'appétence pour baisser les prix et donc d'investissement pour travailler que si nous on ne travaille pas en parallèle pour développer, améliorer le produit en permanence, ça ne va pas le faire tout simplement et on sera désoptimisé quand le produit sera développé. Donc c'est là où il faut aussi travailler sur nos méthodes de développement et peut-être que le Ariane 6 qu'on connaîtra au final, qui sera opérant et compétitif sur le circuit mondial, c'est peut-être pas le Ariane 6 tel qu'il est aujourd'hui prévu, mais ça me semble être dans la norme des choses. C'est-à-dire qu'il faut pas... On n'est plus dans un monde aussi figé qu'avant. On travaillait sur des constantes de temps, et notamment dans le spatial très longues, et que ce soit aujourd'hui sur les satellites ou sur les lanceurs, ça ne peut plus se passer comme ça. Et il faut qu'on fasse évoluer nos méthodes pour qu'on soit plus agile sur les différentes versions de lanceurs. Mais on garde des compétences très fortes au niveau de nos industriels et du CNES sur les lanceurs. En tout cas, en Europe, c'est la France qui est en pointe sur ces sujets-là. Et on a toutes les capacités pour avancer, pour aller de l'avant. Le programme Ariane 6 se développe bien. Au niveau technique, tout se passe bien. Il faut être juste réactif et à l'écoute de ce qui se passe autour. On va peut-être encore
laisser deux questions alors peut-être. Et après, il faudra malheureusement arrêter. Bonsoir. J'avais une question. Est-ce qu'il y a des discussions ou des approches entre le CNES, par exemple, et puis des industries lourdes classiques, comme des équipementiers, comme General Electric, Alstom, etc., ou Vinci, parce que j'imagine que quand on va explorer, on a besoin d'équipements, d'infrastructures, donc j'ai besoin de produire de l'électricité, d'avoir une infrastructure du béton pour ma base lunaire. Est-ce qu'il y a des discussions avec ces industriels? Parce que moi je travaille dans le plan de design et c'est des questions qui se posent, quoi, en fait. On sait faire des usines sur Terre. Est-ce qu'on pourrait faire des usines sur la Lune, sur Mars ou dans l'espace? Voilà. Ok, bonne question. Et effectivement, c'est quelque chose, merci, parce que j'ai oublié d'en parler. Et ça fait partie du panorama de ce qui bouge, de ce qui va évoluer dans le spatial de demain, et notamment sur l'exploration, pour certaines raisons, et pour d'autres domaines du spatial, pour d'autres raisons. Mais ce qu'on voit, c'est quand même un rapprochement des activités spatiales et non spatiales. Et typiquement, effectivement, pour l'exploration, faire vivre et travailler des gens dans des milieux extrêmes, ça a aussi des applications sur Terre. Vous parliez de l'énergie, produire de l'énergie sur une base lunaire, stocker cette énergie, on a besoin de ça, et c'est un enjeu très fort sur la Terre que de produire de l'énergie, surtout de la stocker de façon efficace autour de sites de production ou d'habitat sur Terre. Et donc, typiquement, on travaille avec Air Liquide sur le sujet, qui sont intéressés par le spatial parce que ça permet de tirer les technos et de développer des nouvelles technologies et de se poser des questions différemment. Donc, quelque part, en termes d'innovation, c'est intéressant. Et qui sont prêts à investir parce que justement ça les fait progresser. C'est aussi quand même une vitrine de visibilité, le spatial, et en même temps ils ont des enjeux très forts au sol. Donc le stockage d'énergie par hydrogène typiquement, c'est des choses très importantes demain au sol, et on en a besoin dans l'espace. Les constructions, faire des constructions solides de façon automatisée, rapide sur la Lune avec les ressources qu'on a autour de nous, avec le régolithe, c'est des choses qui peuvent être réutilisées dans d'autres domaines aussi au sol et qui sont utilisables. Ce qu'a fait Thomas Pesquet sur son vol, c'est-à-dire avoir des systèmes très miniaturisés pour suivre la qualité de l'eau, parce que la qualité de l'eau sur une station spatiale, et encore plus quand ils vont partir sur Mars, s'ils en retrouvent avec de l'eau polluée, il vaut mieux qu'ils sachent vite et que ça ne se propage pas. Mais ces systèmes-là, c'est Aquapad qu'on a développé avec Biomérieux, et ces systèmes-là peuvent servir aujourd'hui sur des camps de réfugiés où il y a une grande population, où la qualité de l'eau c'est un problème, pourront servir demain, parce que l'eau demain c'est un enjeu important. Donc moi je vois de plus en plus de rapprochement entre du spatial et du non spatial, et en jouant gagnant-gagnant, c'est-à-dire que pour le non spatial, le spatial a un attrait pour pousser, pour tirer les technos, et pour le spatial, ça permet d'avoir des investisseurs avec un plus large spectre, et aussi avoir des idées nouvelles, parce que le monde spatial, c'est encore un monde très fermé. On travaille avec des petites communautés, on se connaît bien, etc. Donc au bout d'un moment, en termes d'innovation, c'est un peu asséchant. Si on arrive à travailler avec d'autres acteurs, c'est beaucoup plus intéressant. Et on le fait de plus en plus dans tous les domaines du spatial. Donc oui, moi j'y crois beaucoup à ça. Et j'ai oublié de le dire, et merci de la question. Oui, en fait, je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce que le budget de l'ESA est pas très important, puisqu'on peut voir que l'Europe n'a pas de navette spatiale ou de vaisseaux européens habités, et n'a pas encore envoyé, par exemple, des robots martiens comme on fait dans le passé les Américains. Voilà. Et j'aimerais savoir où est-ce qu'on est, l'Europe, dans la politique spatiale. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. La France, par tête de pipe, par habitant, donc, est le deuxième pays au monde en termes d'investissement pour le spatial. Donc, en France, on a un budget de plus de 2 milliards d'euros, et qui est un budget conséquent, important. Et je vous dis, par habitant, c'est le deuxième
est fort au monde derrière les États-Unis. Au niveau européen, il y a à peu près le double du budget. Donc l'Europe est organisée et bien organisée. Le spatial, c'est un modèle de construction européenne. Donc les efforts sont bien coordonnés au niveau européen pour les programmes spatiaux et les budgets sont relativement conséquents. Après, par rapport à l'exploration, c'est aussi des choix politiques. Voilà, ma dernière slide montre qu'il est aussi important de s'occuper de la Terre. C'est vrai que l'Europe a plus développé, avec le grand programme Copernicus, des systèmes pour surveiller, pour étudier la Terre et son fonctionnement, alors que la NASA est plus une agence d'exploration qui, elle, a beaucoup investi, dans la logique d'Apollo là, que je vous ai montré, a beaucoup investi sur l'exploration du système solaire. Dans un monde américain, on rejoint un peu la culture. Hein. Culture américaine, c'est New Frontier, c'est l'exploration, c'est partir, la conquête de l'Ouest. Quoi. Et il continue au niveau du système solaire, mais c'est vraiment culturel. Et l'Europe, c'est plus équilibré, je dirais, entre trouver une place dans cette exploration, pas laisser les autres y aller tout seuls et avoir une place qui est liée à notre importance au niveau mondial, mais en même temps, pas mettre tous nos œufs dans ces paniers-là et travailler sur les sujets comme le réchauffement climatique, l'observation de la Terre, les océans, etc. Parce que le spatial, une fois de plus, répond en plein enjeu et on est sollicité de plus en plus pour faire tout ça. Mais c'est pas un problème c'est un problème de choix politique et de culture plus que de niveau d'investissement parce que, bon, évidemment, on n'investit pas au même niveau que les États-Unis parce que les États-Unis, ils sont très nombreux et un pays extrêmement riche. Mais en termes une fois de plus, par tête d'habitants, on est deuxième derrière les États-Unis en France pour l'investissement sur le spatial. Donc c'est quand même très important. Voilà.